commence à flipper sévère là. Quand je lis roman, je fais pas attention à tellement de choses, alors qu'en fait, pour écrire un roman à minima correct, mais voilà les notions et les techniques d'écriture qu'il faut retenir et qu'il faut mettre en pratique, c'est juste un truc de malade. Allez, je tente de t'en faire un listing. Les incises. Oui, on commence direct dans le dur, on n'a pas le temps. Les incises, bon, j'en avais déjà la notion basique, je pense que c'est quelque chose qu'on apprend dès l'école, mais c'est pas forcément un mot qu'on retient. Qu'est-ce qu'une incise? Ce sont les phrases courtes qui rapportent les paroles ou les pensées de la personne qui parle. Les incises, c'est simple, elles viennent toujours après une ponctuation. Virgule, point d'interrogation, point d'exclamation, jamais après un point, parce que sinon, on saute à la ligne. Et étonnamment, elle commence jamais avec une majuscule. Même s'il y a un point d'interrogation, un point d'exclamation juste avant l'incise, on met pas de majuscule. C'est vrai que j'avais pas vraiment, quand je disais, je faisais pas vraiment attention, et puis un jour, ça m'a sauté aux yeux, et en fait, oui, il n'y a pas de majuscule après une incise. Il n'y a pas de majuscule après une ponctuation après une prise de parole. Ouais. Et une incise utilise toujours un verbe de parole ou de pensée comme dire, raconter, demander, penser, etc. Vous avez sûrement remarqué, mais le verbe il est systématiquement inversé avec le sujet. Et d'ailleurs, l'inversion nécessite souvent l'ajout d'un T euphonique. Demande à tel. Je fais un peu le malin, mais je viens d'apprendre en fait. Par exemple, comment tu vas aujourd'hui Léo en interrogation, demande à Clara tout en prenant place à sa table, demande à Clara tout en prenant place à sa table, ça c'est l'incise. Et comme je le disais, on met pas un point après la prise de parole pour préciser l'incise parce que sinon on saute à la ligne. Ce qui se fait aussi, ce qui se fait même énormément, il faut limiter les incises en théorie parce que sinon c'est à l'ordre du texte. Et puis le fait d'aller à la ligne, ça permet d'apporter des précisions dans son texte. Par exemple, là j'ai transformé ma première phrase, comment tu vas aujourd'hui Léo, demande à Clara tout en prenant place à sa table, par comment tu vas aujourd'hui Léo. Clara atterra une chaise près de Léo et s'installa, son regard inquiet plongé dans le sien. Là j'ai voulu apporter une action et puis je pense qu'en incise ça l'aurait vachement alourdi, ça aurait peut-être été moins impactant, je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire. Et puis avec le ton d'interrogation, il n'est pas nécessaire de dire demande à tel, ça fait redondant quoi. Donc on allège. Mais du coup il faut bien faire attention à les doser parce qu'il y a pas longtemps je lisais un livre où il y avait, je crois, toutes les erreurs qu'on peut faire en écriture, en tout cas toutes les choses qui alourdissent l'écriture. Il y avait des répétitions, les incises il y en avait dans tous les sens, il y avait des lourdeurs, des phrases mal tournées, des clichés, enfin vraiment c'était le livre par excellence pour apprendre à comment pas écrire correctement. Ce qui m'amène à l'autre point, les verbes faibles. C'est tous les verbes imprécis ou passe-partout, comme être, avoir, dire, faire, aller, venir, tous ces verbes-là qu'on connaît, qu'on utilise énormément dans le langage parlé, qui passe partout, comme on dit. Mais par contre, c'est vrai qu'en littérature, enfin, en tout cas des livres que je lis, il est préférable d'essayer d'améliorer ces verbes en les remplaçant par des verbes un peu plus forts ou des tournures peut-être un peu plus travaillées. Ça doit pas être facile parce que quand, comme moi, on n'a jamais écrit un livre, même si on lit, moi je fais que parler et dans les mails que j'envoie à mes collègues, par exemple, vous voyez, je suis pas de la littérature, donc quand je vais écrire, enfin, je prête attention à ça, à faire attention à ces verbes faibles, au pire. Je pense que j'essaierai d'y faire attention au moins après le premier jet en correction. C'est toujours modifiable après coup, quoi. C'est finalement, c'est de la forme plus que du fond. Mais c'est vrai que parfois, remplacer un seul mot par un verbe plus fort peut parfois être plus impactant, plus marquant et changer la lecture du texte. Encore faut-il avoir du vocabulaire, donc lire, comme je le disais dans le tout début de mes vidéos, mais aussi s'appuyer sur un dictionnaire des synonymes qu'on trouve aujourd'hui très facilement. Alors évidemment, les verbes faibles sont parfois inévitables. Et puis trop faire de phrases alambiquées, ça va alourdir le texte et faire soit pédant, soit incompétent. Pédant dans le sens où on veut montrer qu'on a des beaux mots et qu'on a des belles tournures de phrases, quoi. Soit incompétent dans le sens où on sent qu'il a pris tous les synonymes du dictionnaire pour remplacer son mot et ça se voit en fait. Il y a des livres que j'ai lus comme ça, je me dis mais ok, dans un paragraphe, il y a 5 synonymes pour le même mot et c'est un peu lourd quoi. Si en plus l'intrigue est pas excellente, donc ça veut dire qu'il faut un juste dosage, parce que je critique en tant que lecteur, mais c'est vrai qu'à mettre en pratique, que je prête vraiment attention à ça, ça doit pas être évident mine de rien. Pareil, à chaque fois dans les vidéos, je me mets un petit exercice de manière à bien assimiler les techniques. Par exemple, si on dit Léo raconta son secret, c'est un peu plat le verbe raconter, on raconte quelque chose, donc ça a pas quelque chose d'impact, c'est-à-dire que son secret n'est pas si important. Alors que si j'écris Léo confia son secret, le verbe confier, il est plus fort, parce que là on confie, ça veut dire qu'on cède une part de son secret à quelqu'un. Apparemment on lui fait confiance quoi. Confier, confiance. Vous voyez, donc c'est plus impactant. Voilà, c'est dans ce sens-là qu'il va falloir que je travaille, c'est-à-dire trouver des synonymes plus impactants, remplacer des mots, parfois des phrases, mieux les tourner de manière à ce qu'il y ait plus d'impact avec des verbes moins faibles et un peu plus forts. Heureusement, il existe des outils pour ça, pour nous aider à corriger. Au pire, soit il y a des bêta lecteurs, alpha lecteurs, il y a la maison d'édition et il y a des logiciels qui existent pour nous aider à retravailler notre texte. Aujourd'hui sur Internet, on peut vraiment faire tellement de choses. Après, pour être honnête, il y a 2 verbes qu'on peut difficilement remplacer, à part par des tournures, mais c'est les verbes être et avoir. Je prends n'importe quel livre. Tiens, on va prendre le sorceller, le livre 5. Un petit instant, s'il vous plaît, puisque la lumière s'est coupée derrière cette connasse. Voilà. Chapitre 3, le tout début du chapitre 3, il y a 8 lignes pour le premier paragraphe. Une fois avoir, encore avoir, encore avoir, encore avoir, verbe être, encore verbe être. Là, je sais pas. Encore avoir. Vous voyez, déjà, en si peu de lignes dans un paragraphe, il y a beaucoup le verbe être et avoir. Et pour autant, ça ne gâche pas la lecture. Maintenant, c'est vrai qu'il faut savoir reformuler un petit peu, si on peut éliminer le verbe être ou avoir sans déformer le fond du texte et en apportant quelque chose d'un peu plus stylisé sans que ce soit trop compliqué à lire.
bah autant le faire, mais les verbes être et avoir, c'est des incontournables. En parlant de clarté justement, ça m'amène cette fois à une technique qui m'a vraiment beaucoup parlé quand je l'ai découverte, je la connaissais pas du tout. Elle s'appelle KISS. Keep it simple and stupid. Garde le simple et idiot si on traduit mot pour mot, mais grosso modo ça veut dire fais simple et lisible. Le concept est élémentaire et pour autant, j'ai lu pas mal de romans où c'était pas très simple et pas très lisible. Et en fait, moi ça me donnait l'impression, alors soit c'était mon ego d'abruti, parce que je suis pas très intelligent, j'ai pas énormément de vocabulaire, donc quand je lis certains livres où je comprends pas tout de suite, je me dis que la personne cherche à impressionner son lectorat plus qu'autre chose en fait. Parce que j'ai lu des romans où très franchement j'arrivais pas à comprendre à la première lecture et ça me donnait l'impression que l'auteur cherchait clairement à impressionner son lectorat en écrivant avec des phrases si alambiquées, avec des mots si peu utilisés, que ça en devenait lourd et illisible. Il fallait que je relise trois fois la phrase pour en comprendre le sens. Et ce qui parfois m'obligeait à relire le paragraphe entier pour me rappeler ce que je lisais parce que j'étais complètement perdu. Je pense que ces auteurs-là croyaient se faire une place et avoir du crédit auprès des grands auteurs en montrant toutes leurs connaissances, en leur vocabulaire, qui connaissent plein de synonymes, qui savent faire des tournures de phrases très compliquées qui parfois, très franchement, n'avaient aucun sens. Et ça fait, comme je le disais un peu plus tôt, soit pédant, soit incompétent. En tout cas, moi, c'est l'impression que ça me donne. Je sais pas vous, dites-moi en commentaire si pour vous aussi, quand le texte est beaucoup trop compliqué, qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Ou alors il était sur une niche où il s'adresse par exemple qu'à des académiciens en littérature. On sait rien. Moi, c'est pas le cas. En tout cas, quand je lis un livre, j'ai envie que ce soit clair, lisible. J'ai un minimum de vocabulaire, mais quand même, il faut que le texte soit rapidement compréhensible. Donc, je dois faire en sorte que mon texte soit fluide et que la compréhension de mes phrases soit directe dans le cerveau du lecteur, tout simplement de manière à ce qu'il ne perde pas le fil de l'action. Donc ça, faut que je m'en rappelle. Très franchement, en 2025, on est plutôt sur de la consommation rapide aujourd'hui. C'est des coups à se mettre une balle dans le pied, d'écrire de manière trop compliquée. C'est des coups à pas trouver son lectorat, ou alors à se positionner sur une niche très spécifique, comme j'expliquais. Mais c'est pas mon cas, donc je vais faire KISS, Keep it simple and stupid. Et donc, j'en viens à une deuxième notion qui, je trouve, s'associe très bien avec KISS, Keep it simple and stupid. Ça s'appelle le fusil de Tchekhov. Alors le fusil de Tchekhov, si j'ai bien compris, c'est un concept qui a été théorisé par Anton Tchekhov, qui est apparemment un auteur prolifique de son époque, inconnu au bataillon, mais en même temps je suis un peu débile et je manque un peu de culture, donc c'est tout à fait normal. Et qui dit, je vous le lis, si dans le premier acte, vous indiquez qu'un fusil est accroché au mur, alors il doit absolument être utilisé quelque part dans le deuxième ou le troisième acte. Si personne n'est destiné à s'en servir, il n'a aucune raison d'être placé là. C'est pas faux. Ouais, c'est pas faux. En fait, on vient clarifier le texte, on vient l'alléger, et comme vous voyez, je trouve que ça va très bien avec le KISS, Keep it simple and stupid. En revanche, à l'inverse, le fait de réutiliser un élément introduit dans le texte, on appelle ça la loi de conservation des détails. C'est technique d'écrire, mine de rien. Si on veut bien faire quelque chose, je sais pas si toutes ces techniques sont vraiment utiles, mais je pense que ce sont des points de détail qui améliorent le texte sur le plan subconscient pour le lecteur. Donc le fusil de Tchekhov, si j'ai bien compris le procédé, pour résumer, ça veut tout simplement dire qu'il faut supprimer tout détail inutile pour l'histoire. Et ça, de manière à fluidifier le texte, comme on l'a dit un petit peu plus tôt. Et moi, par contre, ça me semble très pertinent. Moi, j'aime bien les textes percutants, où il y a de l'action. J'aime bien un petit peu de longueur aussi pour respirer un petit peu, ou alors pour la contemplation, parce que je suis très dans la contemplation. Moi, quand je joue aux jeux vidéo, je suis énormément dans la contemplation. Mais j'aime bien aussi quand c'est un peu percutant, quand c'est un peu plus rapide, quand on peut compresser les phrases et pas en faire des tonnes et des tonnes. Voilà. En revanche, j'ai appris une nouvelle technique. Je suis tombé dessus en faisant des recherches sur le fusil de Tchekhov. Ça s'appelle le hareng rouge. En fait, c'est introduire plein d'éléments inutiles pour induire en erreur le lecteur. Et c'est un élément qui, maintenant que je le sais, est extrêmement utilisé dans les polars. Parce que c'est fait exprès pour nous mettre sur des fausses pistes. Donc ça s'appelle le hareng rouge. Je sais pas pourquoi, J'imagine que c'est le titre d'un roman. Le hareng rouge, j'en sais rien. J'ai pas fait de recherche là-dessus. Autre notion que j'ai trouvée plutôt intéressante, j'ai pas du tout fait attention à ça dans les textes, mais c'est mettre en action les personnages secondaires. Je n'avais pas remarqué la nécessité de le faire avant, mais c'est vrai que je trouve ça très intelligent aujourd'hui. En fait, grosso modo, ça dit qu'il ne faut pas laisser les personnages secondaires brinque-ballants lorsque le protagoniste va à sa rencontre. Il faut lui faire faire quelque chose qui met en valeur sa personnalité, qui permet de savoir un peu qui il est, quoi. Si je dois prendre un exemple, imaginons un homme musclé qui est en train de couper du bois avec une hache au fond d'une forêt, loin de toute habitation. Mais là, tout de suite, ça me donne des codes. Je sais qu'il est musclé, donc potentiellement fort, il sait manier la hache, potentiellement dangereux, et il aime pas trop les gens. Vous voyez, en très peu de choses, finalement, on a caractérisé une personne, et j'y avais pas du tout pensé avant, et c'est vrai que c'est très pertinent. Idem pour les bonjours, apparemment on évite les platitudes habituelles, genre bonjour, ça va, comment va ta famille, etc., etc. Ça, on oublie complètement dans les romans. D'ailleurs, vous avez remarqué dans les séries, c'est rare qu'ils se disent bonjour, au revoir. Coupe systématiquement ces scènes-là. Dans la vraie vie, on se dit tous bonjour, au revoir, évidemment, mais c'est vrai que dans un roman, on va peut-être un peu plus à l'essentiel. Donc on évite les platitudes et il faudrait lui faire sortir une phrase typique qui, pareil, caractérise la personne. Ce qui fait que de cette manière, on repère immédiatement qui elle est avec sa prise de parole. Si elle a un titre de langage, si elle utilise un mot particulier, s'il y a un accent, voilà, il faut essayer de caractériser la prise de parole. On lui fait sortir, par exemple, pas une blague, et donc de cette manière on repère immédiatement qui prend la parole sans avoir besoin de préciser avec une incise, et donc on kisse le texte, on fluidifie et on simplifie. Mais c'est quelque chose qu'on peut corriger en réécriture, donc c'est pas quelque chose de dramatique si on l'oublie en premier jet. Je crois, je pense, j'espère. J'essaie d'y faire attention dès le premier jet, mais
suis débutant donc. Mais caractériser un personnage en lui faisant faire une action ou avec une seule phrase, ça veut aussi dire qu'il faut bien connaître ces personnages et leur personnalité avant de commencer à écrire. Donc déjà définir une fiche personnage. Et c'est du travail en plus. Et ça veut dire aussi savoir caractériser une personnalité, ce qui nécessite un grand sens de l'observation des gens autour de nous et de la vie quotidienne. Et je pense pas que c'est quelque chose que j'ai d'office. Maintenant, je vais ouvrir un peu plus grand les yeux et les oreilles pour savoir comment caractériser une personne. C'est le conseil qui est donné, en tout cas quand j'ai retrouvé cette notion, c'est de bien regarder comment fonctionne son entourage. Quand on va prendre un café dans un bar, par exemple, c'est tout bête, mais regarder un petit peu autour de soi, comment bougent les gens, comment ils se disent bonjour, comment ils s'approchent. Ça peut être intéressant. Nous arrivons à la 6e notion, qui est là le show don't tell. Avant de passer à la définition du show don't tell, si tu apprends quelque chose dans cette vidéo, n'hésite pas à aimer, partager, commenter cette vidéo, t'abonner aussi surtout. Ça valorise mon travail et ça me permet pour moi de savoir si le contenu que je te propose te plaît. Le show don't tell, donc là vraiment, c'est aujourd'hui l'incontournable à mettre dans un roman. Si t'as pas le show don't tell, donc c'est-à-dire montre, ne raconte pas, si ton texte raconte au lieu de montrer, apparemment c'est basta, quoi. C'est vraiment le cœur de la forme de ton texte. Et en même temps, c'est un peu cohérent avec notre société consumériste. On prend moins le temps de faire les choses, donc il faut que ce soit percutant. Le show don't tell, c'est faire des descriptions à travers l'action. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre 1 ou 2 pages de description pour décrire un paysage, en fait, ça doit se faire dans l'action du personnage. Quand le personnage est en train de traverser une pièce, il est en train de faire des choses, par exemple, il est en train de discuter, et en même temps, on décrit un petit peu le paysage à travers un mot qu'il peut dire, pas à travers une phrase, une remarque. C'est-à-dire que si j'ai bien compris le concept, parce qu'il est franchement compliqué, j'ai dû regarder beaucoup de vidéos, et surtout en anglais, pour bien comprendre ce concept, et il est pas évident, surtout qu'il est essentiel, donc j'ai passé du temps dessus, c'est qu'il faudrait éviter de décrire un sentiment ou une action, mais qu'il vaudrait mieux le montrer. Donc là, c'est pareil, je me suis mis un petit exercice aussi, donc je reprends mon petit Léo. Pour mon exemple, je disais Léo était très en colère. Cette situation lui rappelait un vieux souvenir. Là, je suis dans le tel. Donc là, j'ai dit qu'il était très en colère. Je raconte son état émotionnel. Ça me donne l'impression que quelqu'un me rapporte ce qui s'est passé au lieu de le vivre vraiment, quoi. Donc c'est un peu plat. Alors que si j'écris, les sourcils foncés sous lesquels le rouge conquit le blanc de ses yeux humides, Léo était secoué de spasmes mal contenus. Cette situation le projetait brutalement au jour où son père non, et que c'était promis de ne plus remuer ce souvenir. Bon, dites-moi en commentaire comment c'était. Je suis débutant, rappelez-vous. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment j'aurais pu améliorer le texte ou si vous le trouvez bien ou pas bien. Soyez constructifs s'il vous plaît. Mais je pense être un peu plus dans le show parce que je dis pas son état émotionnel, j'essaie de le montrer à travers des choses concrètes. Donc normalement, je suis un peu plus dans le show. Et en fait, le fait de montrer les choses susciterait plus d'émotions chez le lecteur puisque ça libérerait des hormones en nous. Et moi, personnellement, j'adhère complètement à ça parce qu'il faut pas oublier qu'on est des êtres humains et ça fait partie de notre nature de décoder les émotions humaines sans que la personne nous le dise. On décode constamment les gestes, les réactions, la moindre mimique de la personne pour déterminer dans quel état émotionnel est la personne. Et quand vous êtes en couple, vous le faites 2 fois plus. Alors du coup, je me suis un peu renseigné, apparemment ce serait un mécanisme de protection de manière à déterminer rapidement si la personne qu'on a en face de nous est un potentiel danger ou non. Mais c'est vrai, imaginez, vous êtes au travail, tout d'un coup, vous voyez au fond du couloir votre patron qui fonce sur vous, mâchoire serrée, épaules relevées, les sourcils froncés, vous savez qu'il vient pas vous donner une augmentation. Là, vous dites tout de suite, tiens, il est en colère, qu'est-ce que j'ai fait encore? Et pourtant, il a pas dit qu'il était en colère. Mais ça se voit, on a décodé. Après, évidemment, je pense que tout n'est pas montrable, et impossible de faire un texte complètement dans le show. Il y a un moment, on est obligé de raconter les choses. Mais il faut vraiment que je m'approprie cette notion parce qu'elle est vraiment essentielle et je pense que ça peut vraiment apporter un gros plus à l'écriture de mon roman. Il n'est pas impossible que le prochain format qui sorte soit au sujet de show don't tell parce qu'il y a tellement à dire dessus que là, c'est trop court. Une autre notion que j'ai trouvée qui s'appelle la promesse de Dan Brown, qui a écrit entre autres Da Vinci Code. Et lui, il dit que dès le début du livre, il faut faire une promesse au lecteur. C'est-à-dire qu'il faut mettre le personnage principal dans une situation où on se pose plein de questions sur pourquoi il en est arrivé là, comment il en est arrivé là et comment il va réussir à se sortir de cette situation. Et l'auteur promet de répondre à ces questions si on continue de lire. Évidemment. Et moi, quand je suis tombé sur cette notion, j'ai immédiatement pensé aux 3 premières minutes de Breaking Bad. Si vous n'avez pas encore vu la série Breaking Bad, je vous invite à aller la voir juste après cette vidéo. Pas pendant la vidéo, mais juste après. C'est juste un bijou scénaristique, un jeu d'acteur incroyable. C'est bourré d'intrigues, de rebondissements. Et c'est du coup, franchement, hyper enrichissant pour apprendre à écrire un scénario ou un livre. Les 3 premières minutes, allez les voir. C'est clairement l'application de la promesse de Dan Brown. Pure et simple. Et ça vient s'accorder avec un autre fait que j'ai beaucoup trouvé sur Internet, ce qui fait un peu peur d'ailleurs, qui dit qu'il faut happer le lecteur dès les premières pages. Bon, c'est vrai, moi, en tant que lecteur, c'est exactement comme ça, comme je l'ai dit dans une autre vidéo. Moi, quand je veux acheter un livre, je lis les premières pages. Si les premières pages, je suis pas convaincu, je prends pas le livre. Même si au bout de la 20e ou 30e page, le livre est bien, j'avoue que je laisse un peu tomber. Et ça serait exactement la même méthode qu'appliqueraient les maisons d'édition. Apparemment, elles liraient entre 10 et 20 premières pages. Alors déjà, il faut qu'elles lisent le synopsis et le résumé. Si déjà elles ont passé ces étapes-là, vous êtes un bon. Et après, elles lisent 10 ou 20 pages. Et si sur 10 ou 20 premières pages, on n'a pas convaincu la maison d'édition, poubelle. Dur, hein? Donc c'est-à-dire que dès les premières pages, il faut être vachement convaincant, quoi. Et en fait, c'est exactement comme les vidéos YouTube. Aujourd'hui, on nous dit que les 30 premières secondes sont l'essentiel de la vidéo. C'est là où on capte le maximum. Si on n'a pas capté les gens dès les 30 premières secondes, on perd je sais plus combien de pourcentage de visionnage. C'est juste monstrueux, quoi. Et même les 5 ou 10 premières secondes, vous savez, quand vous mettez votre curseur sur la vignette ou le doigt au-dessus de la vignette et que ça défile un petit peu, si déjà ces premières secondes ne vous ont pas convaincu, vous soyez épais. Et moi le premier.
C'est pareil pour un roman. Alors autant dire qu'il faut être rapidement convaincant dès le début. Et ça, c'est quelque chose sur lequel je vais énormément travailler quand je vais écrire mon premier jet. Je pense que je vais mettre un point d'honneur à bien écrire mon premier chapitre de manière à ce qu'il soit convaincant, à ce qu'on se pose des questions. Mais en tout cas, je vais essayer d'y apporter ce principe-là dans mon premier chapitre. Autre notion très rapidement qui s'appelle le cliffhanger. Là, c'est littéralement personne suspendue au bord d'une falaise. C'est très simple comme théorie, c'est que, en fait, grosso modo, il faudrait terminer un chapitre ou un épisode sur une situation angoissante, stressante pour le protagoniste et on se demande même s'il va s'en sortir. Et pour savoir s'il va s'en sortir et comment il va se sortir de cette situation, il faut tourner la page. Je connaissais pas le terme avant, mais c'est vrai que maintenant que je le connais, dès que je regarde une série, cliffhanger. Il y en a partout. Autre notion extrêmement importante pour mettre en place des éléments dans son roman, c'est setup, payoff. Préparation, paiement, ou ce qu'on appelle aussi l'effet de surprise. Alors l'objectif, ça serait de créer un rebondissement inattendu, mais que ce rebondissement il est cohérent parce qu'on a intégré des éléments plus tôt dans le récit. Et il faut les intégrer évidemment de manière réfléchie dans une phase de préparation. Donc le setup, donc ça peut être un objet, un personnage, une action, une réplique, et dans un deuxième temps, on ressort cet élément pour la construction d'une scène. Ça s'appelle le paiement. Et en fait, ça dit que sans la phase de préparation, le lecteur, il n'adhérerait pas à l'effet de surprise parce que il trouverait que c'est une facilité. Et ouais, je suis d'accord avec ça. Moi, ça m'est déjà arrivé de regarder des films ou de lire un livre et je me dis mais attends, mais ça sort de nulle part, là le héros tout d'un coup il est sauvé ou alors il y a des ailes qui lui poussent alors qu'on n'en a jamais entendu parler avant, enfin c'est ridicule et c'est vrai que voilà. Les exemples que j'ai trouvé les plus parlants, c'est évidemment les James Bond. Au tout début des James Bond, la plupart des James Bond, en tout cas les un peu plus vieux James Bond, même avec Daniel Craig, c'est un peu comme ça. Au tout début, il y a toujours le technos qui lui remet un petit peu tous ses outils. Donc ils font le tour un petit peu de l'atelier, il lui donne des choses, il lui explique comment ça fonctionne et comme ça on n'est pas surpris quand il les réutilise plus tard dans une scène pour se sortir d'une situation extrêmement compliquée. On se dit ah bah oui c'est vrai, il avait ça dans sa poche. C'est pas une facilité mais voilà, c'est un setup payoff. Attention, quand j'ai lu cette notion, ça disait qu'il fallait surtout pas en abuser parce qu'après il y a plus l'effet de surprise et lorsque on a introduit un élément très tôt dans le récit qui doit réapparaître vraiment tard, apparemment il faudrait pas hésiter à faire un petit rappel de cet élément pour que le lecteur ne l'ait pas oublié plus tard parce que sinon il aurait cette même sensation de facilité. Donc bon, faire attention. Ce qui m'amène maintenant à un autre point essentiel, le plot twist. Et avant de continuer sur la définition du plot twist qui est un élément essentiel dans l'intrigue d'un roman, n'hésite pas à aimer, abonner, partager, commenter si tu apprends quelque chose dans cette vidéo. Merci. C'est tout simplement un retournement de situation inattendu qui change l'intrigue significativement et affecte le protagoniste et sa vision de tout ce qui s'est passé avant. Donc en fait, c'est un moment fort et crucial, quoi. C'est la base d'un scénario. Alors évidemment, on balance pas un plot twist comme ça, il y a une phase de préparation avant pour amener ce plot twist. Et en fait, ça dit, si j'ai bien compris, qu'il faut mettre des indices un peu plus tôt parce que il faut laisser au lecteur l'opportunité de deviner ce plot twist ou alors lorsque le plot twist survient de se dire mais oui, il y avait tous ces éléments avant qui expliquent ce plot twist et du coup c'est la récompense. Ou alors en tout cas de s'en rendre compte en deuxième lecture. Moi ça m'est arrivé plein de fois de pas avoir fait attention aux éléments et en fait quand je regarde une deuxième fois un film ou je relis un deuxième fois un livre, je me dis mais oui c'est vrai il y avait ça là-dedans et en fait ça vient expliquer la suite. Je pense que ce sont des notions qui vont vraiment m'aider à créer de l'excitation dans le roman. C'est du détail mais c'est toujours les petits détails qui font la différence dans une histoire. Alors là c'est une notion que je trouve pareil essentielle. Après ça dépend de quel type de roman vous écrivez mais ça s'appelle le rythme des chapitres. Alors il y a des livres, ça m'est arrivé de les lire, où la tension elle monte constamment. Mais dans la plupart des romans, il faut écrire des romans où ça fait comme ça, 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 comme ça. Parce que ça dit qu'il faut savoir alterner entre romans rythmés et enthousiasmants et des chapitres plus lents pour laisser le temps au lecteur de respirer un peu et intégrer ce qui s'est passé avant dans la pleine action, quoi. Et c'est vrai que maintenant que j'y pense, la sensation d'un temps fort est plus forte lorsqu'il y a un temps calme avant. Ça me fait penser concrètement quand je vais au cinéma, je suis dans une salle, il fait tout noir pendant 2h, 2h30, il fait frais et quand le film est terminé, tout d'un coup je sors en plein milieu de l'après-midi, en plein mois d'août où il fait 40 degrés et le contraste il est saisissant. Je pense que c'est à peu près le même effet qu'il faut essayer de faire avec les chapitres. Je pense. Et enfin, le dernier point de cette liste, c'est l'infodumping. Voilà, l'infodumping, maintenant que je sais ce que c'est-à-dire donner des informations en bloc à la manière d'un professeur en plein cours théâtral. Il n'y a rien de plus chiant. Et c'est vrai que j'ai lu des romans comme ça. Le roi, pour écrire ce genre de choses, c'était Tolkien. Quand on relit Le Seigneur des Anneaux, il y a des pavés de description imbouffables aujourd'hui. Enfin, moi, je les relis aujourd'hui, je m'endors devant. Même si j'adore, je m'endors devant à force. Non seulement c'est rébarbatif, mais il faut se rappeler qu'aussi, on est capable de retenir qu'une petite quantité d'informations. Et encore moins d'informations quand l'information elle est chiante. Ou en tout cas, si on n'a pas d'intérêt à retenir la chose, quoi. On retient quasiment rien. Alors dans un roman, vous imaginez, et en plus, s'il y a plein de personnages à retenir, aujourd'hui, il faut être plus subtil dans la diffusion des informations. Et là, je parle en tant que lecteur, où je suis tombé sur des œuvres qui ont été gâchées à cause de ça. L'intrigue était excellente, je suis allé au bout, l'intrigue était excellente, mais le texte était assez lourd à lire, quoi. Je vais vous donner la question qu'il faudrait se poser pour faire la différence entre de l'infodumping ou une info pertinente. En fait, il faudrait se demander si l'info qu'on donne dans le texte, si elle est utile au lecteur ou si elle est utile au personnage dans l'intrigue. Si elle est utile au lecteur, il y a de fortes chances que ce soit de l'infodumping. Parce qu'en fait, toute information qu'on met dans le texte doit servir l'intrigue et pas forcément la compréhension du lecteur. En fait, les informations, il faudrait les distiller dans le texte. Alors, c'est quelque chose
chose auquel il faut que je fasse énormément attention parce que j'ai un univers assez riche. Enfin, en tout cas, l'univers que je vais écrire, il est assez riche et je pourrais être tenté de me dire « Ah, j'ai peur que là, le lecteur ne comprenne pas et que je balance un bloc. » Donc ça, il faut vraiment que je fasse attention. Et là, j'en viens à quelque chose d'absolument essentiel. Le truc incontournable pour écrire un roman, sauf si vous êtes un jardinier, c'est-à-dire quelqu'un qui prépare rien, qui écrit au feeling, qui laisse les phrases couler. Si vous êtes un génie, tant mieux. Sinon, attention, je pense que ça peut faire danger. Mais je veux parler bien sûr du schéma narratif. Je vais pas trop le détailler dans cette vidéo parce que je vais en faire une autre vidéo plus complète parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le schéma narratif, c'est essentiel. Mais grosso modo, ça se découpe en plusieurs temps. Souvent, il existe plein de types de schémas narratifs différents. Mais celui qui est apparemment le plus utilisé pour le cinéma, c'est le schéma narratif classique en 5 temps. La situation initiale, l'élément perturbateur, les péripéties, l'élément de résolution et la situation finale. Ou encore, avec d'autres termes, début, élément déclencheur, péripéties, climax, résolution. C'est un peu plus parlant sous forme de graphique que je vous mets tout de suite parce qu'on voit mieux les montées en tension et les moments où on respire un peu dans le texte. Mais grosso modo, pour la faire courte, c'est à peu près le schéma classique. Voilà, on découvre le personnage dans son environnement, dans un moment calme. On découvre un peu sa personnalité. C'est le moment de poser le cadre de l'univers. Et tout d'un coup, il arrive quelque chose contre lequel il ne peut rien faire. Un événement qui va venir perturber drastiquement son quotidien, qui le pousse à agir. Du coup, ça le lance dans une aventure dans laquelle il va lui arriver plusieurs choses. Souvent, il va être formé jusqu'à atteindre un point où on se demande si le héros va se sortir d'une situation. Puis, il y a la résolution, positive ou négative. Attention, c'est pas toujours positif. Et enfin, l'état du protagoniste à la fin de l'histoire. C'est-à-dire que normalement, il est censé avoir subi une évolution de début de l'histoire à la fin de l'histoire, une évolution psychologique. En même temps, je suis en train de me dire qu'il faut faire attention quand on colle au schéma. Alors oui, je vais coller au schéma narratif parce que je suis un débutant et je vais pas commencer à vouloir révolutionner le monde du roman en faisant le malin et en voulant faire le professionnel et en inventant quelque chose. Je vais quand même reprendre le schéma narratif, mais je pense qu'on peut jouer avec le schéma narratif parce que, par exemple, si on reprend La Promesse de Dan Brown, de tout de suite dès le début, mettre dans une situation compliquée le protagoniste pour se faire se poser des questions au lecteur, est-ce que c'est pas un des éléments perturbateurs qu'on a mis avant la phase d'exposition? Est-ce que c'est pas le climax qu'on peut mettre au début? Est-ce qu'on peut pas terminer le roman avec le climax, par exemple? Le climax, c'est le point de tension maximum où on se demande si le protagoniste va pouvoir s'en sortir. Et puis du coup, on pourrait laisser ouvert la fin de l'histoire à l'interprétation du lecteur. Personnellement, je déteste ça. Allez mourir les auteurs qui font ça. Je déteste les fins avec interprétation. Donc grosso modo, voilà, je pense que je vais appliquer le schéma classique. Je vais essayer de jouer un petit peu avec des éléments dedans, voir si je peux pas inverser par rapport à ce que j'ai dans la tête en termes d'histoire. Et ça va surtout m'aider à créer le squelette de mon intrigue de manière plus cohérente, je pense. Parce que pour l'instant, c'est que dans ma tête, c'est le bordel dans ma tête. Donc il faut que je rassemble un petit peu tout ça correctement. Quand je vous disais que je flippais grave en début de vidéo, vous comprenez maintenant pourquoi? Vous avez vu toutes les notions et les techniques qu'il faut apprendre, retenir, essayer de mettre en pratique pendant qu'on écrit. Parce que si je laisse la petite voix de la technique prendre le dessus pendant que je couche le premier jet, je prends le risque de couper ma créativité en plein élan. Cependant, je pense que parmi toutes les techniques que nous venons de voir, il y en a certaines qui sont essentielles à intégrer dans le premier jet parce que trop difficiles à modifier en correction après le premier jet. Il y a des techniques qui demanderaient de revoir tout le fond finalement du texte. Alors je pense notamment promesse, setup, payoff, cliffhanger, plot twist, le rythme des chapitres. Voilà, ça c'est des choses vraiment, je pense, trop difficiles sur lesquelles on doit revenir en seconde correction. Vaut mieux l'intégrer dès le premier jet. Donc ça nécessite de les avoir bien en tête, de les avoir bien apprises, d'avoir pratiqué un petit peu dessus avant. Donc ça va me demander du temps de travail supplémentaire. Alors autant bien les intégrer dès le début, alors que les verbes faibles, les incises, les tournures trop lourdes, l'infodumping, le show don't tell, ça m'a l'air plus facilement modifiable après coup, parce que c'est vraiment de la forme qui modifie pas toute la structure. Ça ne demande pas de repenser, d'intégrer un élément plus tôt pour qu'il apparaisse plus tard. C'est vraiment travailler sur la forme, quoi. C'est embellir le texte. Donc bon, si je les intègre dès le premier jet, tant mieux, mais ça m'étonnerait parce que ça fait beaucoup trop de choses à apprendre du premier coup. Donc je vais forcément faire plein d'erreurs au premier jet. Il n'est pas impossible que je le réécrive 50 fois ce premier jet. Donc en fait, ce que je vais faire, je connais une technique qui fonctionne pour moi, c'est que je vais les écrire sur un bout de papier et je vais les afficher autour de moi, autour de mon PC là où j'écris, parce qu'au moins je les aurai toujours devant les yeux. Je finirai par les apprendre et ça deviendra presque des mantras avant de commencer à écrire. Tout ça finira finalement par s'intégrer dans ma petite tête. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si tu as appris quelque chose dans cette vidéo, n'hésite pas à aimer, partager, t'abonner, commenter. C'est très important pour moi et tu trouveras évidemment d'autres vidéos de mon aventure littéraire juste ici si tu le souhaites. Ou pas, c'est comme tu veux. Mais je te le conseille quand même, parce que c'est quand même intéressante. Je crois, je trouve. En tout cas, moi, elles m'ont été utiles. Donc à toi aussi, forcément. Aime, abonne-toi, commente. Je te dis à très vite. Ou pas, c'est comme tu veux.